D'entrée de jeu, j'aimerais remercier Madame Workman, c'était super intéressant. Euh, c'est drôle parce que vous avez parlé d'art autochtone, puis je vais avoir la chance d'y revenir parce que j'en parle un peu dans ma présentation. Ben merci d'abord, Benjamin, de m'avoir invité. Merci d'avoir pensé à moi, d'avoir pensé au Québec. Je suis content de te revoir. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Pour Puis la ça me petite fait plaisir. histoire, pour la petite histoire, Laurent et moi sommes diplômés de l'École nationale d'administration publique du Québec. Voilà. Donc, bienvenue et merci d'être là malgré le décalage horaire aussi. Oui, oui, ah oui, il n'y a pas de problème. Il n'est pas si tard que ça. J'étais habitué de faire des séminaires avec Québec, donc c'est 14 heures, mais là, 8 heures, ça va. Il est juste vendredi soir, 6h30, c'est parfait. Donc, merci de m'avoir invité. Je suis content d'être parmi vous ce soir. J'aimerais vous parler un peu de la diplomatie culturelle du Québec au Japon. C'est assez spécifique. Le Japon est un pays assez éloigné. J'ai une présentation PowerPoint à partager avec vous pour amener un support visuel. Euh, Benjamin, si tu peux juste me confirmer que tu Oui, vois ce on qui est voit à bien, l'écran. je confirme. Ok, parfait. Donc voilà. Peut-être que d'entrée de jeu, ce que je préfère, c'est vous donner un aperçu des relations Québec-Japon très rapidement. Pour vous expliquer un peu pourquoi est-ce qu'on est au Japon, qu'est-ce que le Québec fait au Japon, pourquoi est-ce qu'une entité subnationale a un bureau au Japon. Donc, ce que vous voyez en ce moment sur l'écran, là, c'est une photo de Shibuya. C'est un quartier très animé. Pour ceux qui connaissent le Japon ou qui ont déjà été, c'est sûr que vous êtes probablement déjà allé là. C'est à Tokyo. C'est le carrefour où il y a le plus de gens qui convergent. Donc, on parle de plusieurs milliers de personnes à chaque fois que la lumière tombe verte. C'est un coin qui est très populaire. C'est un milieu dynamique, qui est jeune. C'est un quartier qui est réputé être voué au divertissement. Donc, le Japon est entré dans une nouvelle ère en 2020, c'est l'ère Reiwa, ce qui veut signifier belle harmonie. Puis c'est la première fois qu'un nom d'ère est tiré d'un manuscrit de poème japonais plutôt que chinois. Donc je trouvais ça intéressant parce qu'il y a un aspect culturel à travers ça. Rapidement, là, pour vous situer, pour voir pourquoi est-ce qu'on est au Japon, évidemment, la délégation générale du Québec à Tokyo est une délégation qui est avant tout économique. On est ici depuis 1973. On a une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a des attachés qui s'occupent d'un service, en fait, d'un secteur qui leur est propre. On a d'ailleurs une attachée culturelle qui s'appelle Yuki Kuyama qui s'occupe de la culture de tous les artistes québécois qui viennent au Japon et elle fait un magnifique travail. Puis je crois qu'elle est en ligne en ce moment et elle nous écoute. Donc, le Japon est la troisième économie mondiale. Tokyo, 38 millions d'habitants. C'est la plus grande région métropolitaine au monde. C'est d'ailleurs celle avec le plus important PIB au monde aussi. Le Japon est le plus important créditeur mondial. Donc, c'est pour ça qu'on est ici. Il y a quelque chose qui se passe au Japon. Le Japon est un partenaire économique important du Québec. Il y a beaucoup d'affaires à faire ici. Puis, évidemment, le premier, c'est la Chine en raison de sa taille. Mais le Japon, depuis près de 50 ans, est en affaires avec le Québec dans plusieurs secteurs agroalimentaires et tout ça. Et le domaine culturel n'y fait pas exception. À chaque année, c'est environ 100 à 150, je dirais, entreprises culturelles du Québec qui sont accompagnées au Japon. Donc, on parle des artistes là, dans toutes sortes de domaines, que ce soit les arts visuels, la musique, la bande dessinée, le cirque, les arts de la scène, le théâtre, euh, la littérature et aussi la francophonie, tout ça, parce qu'il y a un lien avec la francophonie, évidemment. En termes d'industrie culturelle, écoutez, au Québec, pour ceux qui connaissent un peu le Québec, il y a une industrie culturelle qui est en effervescence. Au Japon, ce qui est très populaire, c'est le cirque. Évidemment, il y a le Cirque du Soleil, que vous connaissez probablement, que certains d'entre vous connaissent probablement en fait. Mais il y a aussi d'autres cirques. Il y a des compagnies de cirque comme le Cirque Éloise, Machine de cirque, qui sont également très populaires, qui viennent faire des tournées au Japon de temps en temps. Pour vous donner une idée, là, le Cirque du Soleil, évidemment, qui est le plus gros cirque du Québec, ce qu'ils font, c'est qu'ils installent, ils achètent un terrain. En fait, ils achètent pas, excusez-moi, ils payent pour louer un terrain sur l'île d'Odaiba, qui est comme une île artificielle là, qui a été créée, qui a été annexée à Tokyo, en fait. Puis ils montent une grosse tente. Puis ils font rouler un spectacle pendant 1 an, 2 ans, des fois 1 an et demi.
puis ils se déplacent comme ça un peu dans les grandes villes, donc Tokyo, ensuite Osaka. La dernière fois, bon, la pandémie est venue mettre un frein à tout ça, mais la dernière fois qu'ils étaient ici, c'était en 2018 pour le spectacle Curiosité, je pense. Il me semble que c'est ça, Curiosité. Puis, donc, ils sont restés ici 1 an et demi, puis 4 fois ou 5 fois par semaine ou 3 fois par semaine, ils produisent leur spectacle comme ça, puis c'est extrêmement populaire. Les Japonais raffolent du cirque. Donc ça nous aide beaucoup à nous faire connaître, évidemment, parce que c'est difficile de se faire connaître au Japon en tant qu'entité subnationale. Tu sais, quand on parle du Québec, en général, c'est rare que les Japonais connaissent ça. Ils sont plus proches géographiquement de la Colombie-Britannique, donc ils connaissent un peu plus Vancouver. Si on leur parle de Montréal, déjà là, ils connaissent un peu plus parce que Montréal était l'hôte des Jeux olympiques en 1976. Donc ça a marqué un peu les esprits. Mais sinon, la province de Québec, en tant que telle, au sein de la population japonaise, n'est pas si connue que ça. Donc, le référent est beaucoup plus axé sur la nation, c'est-à-dire le Canada. Donc, c'est pour ça qu'on est ici, c'est pour se faire connaître, c'est pour se faire découvrir. Une autre industrie culturelle qui est en effervescence au Japon, c'est celle de la BD. Donc, évidemment, vous savez, probablement, les Japonais sont friands de bandes dessinées, de mangas, d'animés également. Donc, il y avait un marché ici là, dans lequel on était capable de tirer notre épingle du jeu parce qu'ils aimaient déjà ce médium. Puis on arrive, évidemment, les Québécois, les BDistes québécois arrivent avec des idées puis une esthétique de dessin peut-être un peu différente, ce qui attire là, un marché assez niche au Japon. Bon, on présente aussi des films à chaque année. Ce qui est intéressant ici, puis c'est pour ça que je disais ça au début, Madame Workman, c'est qu'on présente un film cette année qui s'appelle Quesipan, qui est un film québécois qui est réalisé par Myriam Véro et co-scénarisé par elle-même et Naomi Fontaine. C'est tiré du roman éponyme de Naomi Fontaine, Quesipan, qui a été publié en 2011, si je ne me trompe pas. Puis ce qui est particulier avec ce film-là, c'est qu'il a été tourné dans la communauté Innu d'Ouachat, Maliotenam, Masset-Île et dans la région de la Côte-Nord du Québec. Donc, ça fait un peu écho à ce que vous disiez tantôt. Il y a un regain d'intérêt, je pense, envers la culture autochtone au Canada puis au Québec. Puis le fait que ce film-là soit aussi populaire en fait une jolie preuve. Il y a 2 autres films québécois qui vont être présentés au Japon pendant le mois de la francophonie. Donc, on parle de Villeneuve, qui est un film d'animation qui porte un peu sur les thèmes là, autour du référendum de 1980 et le référendum de 1995 sur l'indépendance du Québec. Ça a été réalisé par Félix Dufour-Lapérieur. Je vous invite là, à vous intéresser à ces films-là si vous aimez le cinéma et vous voulez découvrir du cinéma plus international. Et le film Henri va être présenté à l'ambassade du Canada à Tokyo pendant le mois de la francophonie, donc à partir du mois de mars. Une autre type d'initiative qu'on fait, puis ça c'est assez intéressant parce que ça rejoint un peu le volet jeunesse, ce que moi je trouve particulièrement fécond comme axe de diplomatie culturelle. On pense souvent, disons, à parler à des publics plus adultes, à parler à des publics universitaires, mais c'est rare qu'on s'adresse à des publics enfants. Puis bon, on avait une BDiste qui était supposée venir à Tokyo en juin dernier, mais malheureusement, à cause de la pandémie du coronavirus, ça n'a pas été possible. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'elle a lu son livre Jeunesse, Revient sur Terre, Esther, c'est ce que vous voyez ici, là. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'ennuie à la maison puis qui décide de construire une fusée dans sa cour et de s'envoler sur la Lune et visiter la galaxie. Et puis ça fonctionne, ce qui est assez drôle. Donc, elle, ce qu'elle a fait, José Bisaillon, c'est qu'elle a lu son livre, puis on l'a enregistré, on a mis des sous-titres en japonais, on l'a mis sur YouTube pendant 24 heures, donc c'était accessible au grand public. Et on en a fait la promotion évidemment sur nos médias sociaux, on en a parlé à nos partenaires, l'ambassade nous a aidés. Donc c'était une belle collaboration. Puis malgré la pandémie, on a quand même réussi à faire quelque chose, à produire une initiative originale. Un autre truc intéressant, ça vient de se dérouler, c'était il y a 2 semaines, même pas,
une semaine et demie. C'était la nuit de la lecture. Pour ceux qui s'intéressent un peu à la littérature québécoise, vous connaissez peut-être Kim Thuy, qui est une auteure québécoise d'origine vietnamienne. Et son dernier roman, Vie, va être traduit et publié au Japon au courant de l'année 2021, donc cette année. Elle en a lu un extrait, évidemment en français. On a mis des sous-titres en japonais et son enregistrement a été diffusé à la Nuit de la lecture, qui est une initiative organisée par l'Institut français de Tokyo, où est-ce que bon, des intervenants viennent lire des passages de romans pour partager leur amour de littérature avec le public. Kim Thuy, pour ceux qui ne le savent pas, elle a été en nomination pour le prix Nobel alternatif de littérature en 2018. On a des initiatives qui sont liées à la francophonie, plutôt, disons, institutionnelles et académiques, évidemment. Puis ça, c'est là où que moi, je joue un rôle. Ça fait partie disons, de mon cahier de charge, si on veut. La délégation générale du Québec à Tokyo siège sur le Conseil pour la promotion de la francophonie au Japon, qui est un organe qui réunit les ambassadeurs des pays de la francophonie dans ce pays. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on coordonne les activités en francophonie, surtout au mois de mars, avril, et ce que ça nous apporte en fait en tant qu'État fédéré, c'est que ça nous donne des possibilités de réseauter avec des gens de haut niveau, avec des diplomates des pays francophones, puis de faire front commun pour organiser des événements, des activités qui dépassent en fait la somme de toutes ces parties. Donc, puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au sein du Conseil, on avait jusqu'à tout récemment un conseiller du cabinet du premier ministre du Japon qui venait siéger sur les assemblées générales, sur les réunions du Conseil pour voir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se dit là, puis voir si des fois il ne pourrait pas participer à des initiatives. Donc, ça nous donne des canaux de communication qui sont assez intéressants. On a également un partenaire assez important qui s'appelle l'Association japonaise des études québécoises, qui aide le Québec à se faire connaître un peu au Japon, surtout à travers le milieu académique. Donc, ce sont des chercheurs, ce sont des gens à la maîtrise, mais surtout au doctorat, qui s'intéressent au Québec. À tous les ça peut être sur n'importe quel aspect du Québec, mais c'est surtout sur sa culture, sa littérature, sa politique. Puis ces gens-là collaborent beaucoup avec des intervenants du Québec. Par exemple, ils ont invité Gérard Bouchard en 2018, si ma mémoire est bonne. Donc, Gérard Bouchard est un historien et sociologue au Québec qui est assez connu. Il est venu faire des lectures au Japon dans des cours qui sont donnés à l'université à des jeunes Japonais. Puis les professeurs, les maîtres de conférences et les bénévoles de l'AGEC faisaient une traduction en consécutif. On a également reçu Dany Laferrière, qui est venu au Japon en 2019 pour faire une série de conférences, notamment à la Maison franco-japonaise. Il y avait une espèce de... Ça, c'était assez intéressant. C'était un tandem entre... une conversation, disons, entre Dany Laferrière et un auteur qui raffole du poète Basho, qui est un poète japonais très important. Donc, c'était une conversation. Puis, Dany Laferrière aime beaucoup Basho aussi. Donc, c'était un échange intellectuel de haut niveau. C'était super intéressant. Et tout ça a été organisé par l'AGEC. Nous, évidemment, on a prêté appui, on a porté assistance à l'organisation de tout ça. Mais l'initiative venait de l'AGEC. Puis, c'était un projet qui était super intéressant, qui a été porté par une organisation qui n'est pas la nôtre, mais qui fait la promotion du Québec. Et on a un cours entièrement dédié à l'étude du Québec à l'Université de Hosei, qui attire bon an, mal an, environ 80 étudiants par année. Et vous le voyez là, sur la photo ici, on a le professeur Isao Hiromatsu Sensei. C'est lui qui s'occupe du cours, c'est lui qui le parraine et le format est assez simple. En fait, chaque cours, c'est un intervenant différent qui vient parler du Québec. Donc, il y a des membres de l'AGEC, il y a différents professeurs qui viennent parler. Gérard Bouchard est allé donner une conférence. Moi, j'y vais à chaque année pour parler de ce que nous, on fait, puis parler de ce que moi, je connais en fait du Québec en tant que Québécois. Donc, ça, c'est très intéressant de créer des liens là, avec des jeunes Japonais âgés de 17 à 19 ans.
Donc, c'est ça, là, de se coller à des organisations comme ça, c'est toujours bien dans une stratégie culturelle en tant que gouvernement. Juste pour ceux qui se posent peut-être la question, il y a environ 800 000 francophones au Japon, selon l'Observatoire de la langue française. Donc, c'est assez surprenant. On n'y croirait pas, mais le français est associé à un certain prestige au Japon. Il y a beaucoup d'enseignes qui sont en français, Café de Crier, Deuxième classe, tout ça. Donc, beaucoup de noms de magasins qui se servent du français, en fait, comme propulseur de marketing, un peu. Donc, voilà. C'est tout. Je vais m'arrêter ici. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Comme je vous dis, moi, ça fait 3 ans que j'étais à la délégation générale du Québec à Tokyo. Donc, j'ai toutes sortes d'histoires à vous raconter si vous avez des questions. Merci.